Et merci de l'invitation. Donc en effet, bonjour à tous, Adrien Hubert. Donc je suis le CEO de Smart Chain. Je vais vous parler un petit peu de mon parcours, mais je vous confirme que n'hésitez pas à poser toutes vos questions et d'intervenir après. Je vais essayer de ne pas être trop long pour expliquer les fondamentaux, les bases. Et le but, ça sera d'interagir avec vos questions précises, parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste et je ne pourrais pas tout dire et pas rentrer dans le détail sur toutes les parties de la DeFi. Donc les parties qui vous intéressent le plus, on pourra rentrer en profondeur. Donc, en quelques mots sur moi, pour me présenter, moi j'ai un parcours où j'ai fait de l'économie, donc je suis économiste de formation, et je me suis intéressé rapidement aux formes monétaires. Et j'en parlerai parce que c'est important de comprendre les formes monétaires, comment l'argent a évolué, pour comprendre la finance traditionnelle et du coup comprendre l'intérêt de la DeFi. Et donc j'ai commencé à travailler en banque, j'ai commencé à la Caisse des dépôts, euh, sur lequel j'étais plutôt en intelligence économique en termes de parcours et de poste, mais à l'époque se créait le lab blockchain, qu'on appelait LabChain, qu'on appelle toujours LabChain d'ailleurs, qui était une espèce d'association de rencontres entre des grands acteurs bancaires, financiers, et des startups de l'écosystème. Et il y avait beaucoup de POC qui avaient lieu. Et donc ça m'a donné envie d'attaquer d'autant plus professionnellement ce domaine, parce que je faisais beaucoup de recherches sur le côté monétaire et personnel, et c'est comme ça que je suis arrivé dans Bitcoin. Mais du coup, j'en ai fait bah, mon travail. Donc, j'ai aussi travaillé en banque en tant que chef de projet blockchain chez Natixis et ensuite dans une filiale de PSA, qui était une joint venture entre PSA et Santander, sur lequel on a créé des projets d'innovation et d'impact sur la blockchain. Euh, et ce qui m'a beaucoup frustré, c'était qu'on travaillait beaucoup sur des types de blockchains que sont les blockchains de consortium, et moins sur des blockchains publics, sur lesquels se concentre la grande majorité des cas d'usage de la DeFi, par essence. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé, il y a à peu près 2 ans, Smart Chain, sur lequel on fait principalement du développement technique sur les blockchains Proof of Stake, à preuve d'enjeu, euh, blockchain public évidemment, et on fait aussi du conseil, de l'architecture technique, et un petit peu de formation qui est une excuse pour recruter des talents. Parce que, comme beaucoup de sociétés dans le domaine, on embauche, parce que c'est un secteur qui est nouveau mais qui est en pleine croissance. Et donc aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, principalement sur Paris, et on travaille avec des corporates et des entreprises de notre écosystème, parce que ça aussi, ça sera très intéressant de comprendre, c'est que les géants de la DeFi, peut-être que vous avez jamais entendu parler, ou très peu, mais ce sont déjà des géants. C'est ça qui est intéressant. Donc voici quelques mots sur mon parcours. Et donc sur Smart Chain, comme je vous le disais, j'ai fait quelques slides. On a une grosse activité R&D également sur laquelle on s'intéresse à comment les blockchains, qui sont des bases de données décentralisées, peuvent interagir avec d'autres technologies. Parce que les blockchains, il faut les nourrir de données, et de données financières a priori, pour les cas d'usage de finances décentralisées. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'on fait. Ce qui est intéressant de comprendre en termes de protocoles, les protocoles sur lesquels on développe, ce sont principalement des protocoles Proof of Stake. Pourquoi on les a choisis? Parce que ce sont ceux qui, on va dire que techniquement, sont assez innovants dans la façon de protéger la blockchain, dans la façon de participer à des mécanismes de scaling, donc d'accélérer les blockchains. Et ce sont celles également qui, principalement, ont des smart contracts, et donc sur lesquels on peut faire des cas d'usage de finances décentralisées. Et donc, historiquement, on travaille sur plusieurs protocoles, Tezos, Cardano, Algorand. On a travaillé occasionnellement sur d'autres protocoles que vous connaissez sûrement, Cosmos, Theta, Dash, Ethereum, et un petit peu Bitcoin, mais qui est un peu le parent pauvre de la finance décentralisée, en termes de blockchain, et pas en termes d'actifs. Ça aussi, j'y reviendrai, c'est intéressant de comprendre dans la finance décentralisée la différence entre les infrastructures blockchain qui se parlent, qui sont interopérables, et les actifs blockchain, parce qu'on peut très bien créer des actifs blockchain et s'échanger des actifs blockchain sur d'autres blockchains. Et donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant et je l'expliquerai. Donc peut-être pour attaquer sur une slide, c'est aujourd'hui la confiance dans les services financiers. Et donc ça, c'est peut-être on va dire l'explication de la création de Bitcoin et donc de la création de la blockchain, mais c'est sans doute encore plus l'explication de la création et de l'arrivée de la finance décentralisée. C'est-à-dire que l'un des principaux enjeux de la finance décentralisée, c'est de proposer une alternative à la finance traditionnelle et aux services financiers traditionnels
qui ont parfois péché, sont parfois pas efficients, parfois très chers, ils abusent de situations monopolistiques et oligopolistiques, ou parfois sont juste pas compétitifs par rapport à des mécanismes techniques, parce qu'ils n'ont pas évolué en termes techniques et en termes de processus. Et donc, il y a d'une part une inefficience sur certains pans de la finance traditionnelle, pas toutes, évidemment, pas tous, et d'autre part, une envie presque idéologique, même si derrière, il y a aussi beaucoup de spéculation, on y reviendra, mais une envie idéologique de pouvoir se passer de ces intermédiaires, ces tiers de confiance qui fournissent les services financiers. Et ce graphique l'explique bien, c'est la confiance dans le service financier est faible, et la promesse de la finance décentralisée, c'est d'avoir des environnements qui sont trustless, sur lesquels il n'y a plus besoin d'avoir confiance dans ces services financiers, parce qu'ils sont portés par des infrastructures blockchain qui les maintiennent, par des smart contracts qui les sécurisent, où le code fait loi et on peut interagir en bilatéral, en peer-to-peer avec ces mécanismes. Et donc, on décentralise une partie ou la totalité d'un processus d'échange de services financiers. Donc ça, c'est la première brique. Et si je devais lister les défauts de la finance traditionnelle, qui évidemment a aussi beaucoup de qualités, mais ses principaux, voilà, ses faiblesses aujourd'hui, c'est d'une part, beaucoup d'individus sont encore non bancarisés. J'ai trouvé le chiffre d'1,7 milliard pour les adultes de plus de 18 ans, mais en fait, on a du mal à le mesurer. Deuxièmement, le niveau de compréhension de la finance dans le monde reste faible, et en économie également. Donc, on a du mal à la comprendre, du coup, on a du mal à l'appréhender, à interagir avec, de façon fair, équitable. Le coût élevé des intermédiaires aujourd'hui, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'a pas été extrêmement voilà, ne diminue pas aussi vite que d'autres intermédiaires qui ont été disruptés. Une confiance faible, j'en parlais. L'augmentation des inégalités globales, parce que, comme je le disais, ce sont des marchés qui ont tendance à créer des oligopoles, des monopoles, qui généralement sont régulés. La barrière à l'entrée est très forte. Et donc, la concurrence pure et parfaite ne peut pas avoir lieu, ce qui est tout à fait normal sur certains champs, parce qu'il doit y avoir de la régulation. Mais ces acteurs profitent parfois de situations pour augmenter les prix ou pour ne pas avoir assez de compétition pour mettre à jour leur processus et être efficient. Ou ne pas adresser de nouveaux marchés considérés comme pas rentables. La problématique du trust, de la confiance. Et enfin, quelque chose qui est très important, sur lequel la DeFi n'y répond pas totalement, mais l'accumulation du risque systémique. Alors ça, je pourrais faire 2 heures de conférence dessus, mais c'est très intéressant de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un système financier qui n'a jamais été autant risqué, parce que le risque est devenu systémique. Parce que tout est collatéralisé, tout est lié, et en cas de crise sur l'un des champs de la finance traditionnelle, en fait, l'impact est colossal. Et c'est un petit peu ce qu'on a vécu avec cette crise Covid. On a vécu 2 choses. On a vécu la première chose, c'est la compréhension que les politiques monétaires et économiques avaient un impact direct sur nous, citoyens, et que finalement, elle a été décidée par quelques-uns et très mal comprise. Et l'un des pendants de cette politique financière et cette politique monétaire, de production de liquidités, d'émission de liquidités, c'est une inflation à 5% en mai aux États-Unis, le chiffre qui vient de tomber aujourd'hui. Et donc, la compréhension des modèles monétaires et économiques est cruciale et a une conséquence directe sur la vie de tout un chacun, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, qui est d'autant plus importante, c'est que le monde est devenu systémique. Comme tous les processus sont automatisés, comme on recherche l'efficience, eh ben, il n'y a pas de pare-feu, il n'y a pas de silo de protection. Et quand la Chine tombe en termes de supply, qu'on n'a qu'un fournisseur, eh ben, tout tombe. Donc, le fait d'avoir des modèles qui sont résistants au risque, le fait d'avoir des alternatives pour aller se greffer en cas de risque systémique, c'est aussi l'un des enjeux de la finance décentralisée, qui est aujourd'hui assez peu adressée, mais en tout cas, c'est la cible de cette finance décentralisée. Donc, qu'est-ce que c'est la DeFi? C'est très simple à comprendre, mais ça se matérialise par plein de choses finalement. C'est l'utilisation du mécanisme de la blockchain et des crypto-monnaies pour gérer les transactions financières et les échanges financiers. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est la démocratisation de la finance en remplaçant certaines institutions et en interagissant en direct
entre particuliers sur des systèmes qui sont trustless, qui sont la blockchain. Et donc, de fait, c'est la désintermédiation. Et donc ça, c'est assez simple sur le principe à comprendre. On va voir que dans la réalité, évidemment, c'est plus complexe, c'est qu'on n'est qu'au début de cela. Mais sur le principe, c'est la désintermédiation des systèmes financiers. Donc, je vais donner quelques chiffres clés et quelques perspectives sur le secteur, parce qu'on ne se rend pas très bien compte aujourd'hui de la finance décentralisée, de son impact. Le marché de la DeFi, ça représente, alors c'est un chiffre qui évolue extrêmement vite, mais on estime que ça représente 70 milliards d'euros. Donc, c'est en même temps beaucoup et en même temps extrêmement peu. Mais la problématique, c'est que ces 70 milliards étaient 2 milliards il y a 7 mois. Donc, c'est quelque chose qui évolue de façon exponentielle. Deuxièmement, c'est extrêmement compliqué à mesurer parce qu'on pourrait dire que certaines crypto-monnaies, certains mécanismes de la DeFi n'interagissent pas très bien avec les statistiques ou alors les modèles sont faussés parce qu'on met beaucoup de tokens dans des mécanismes de DeFi, mais seulement certains sont utilisés. C'est très compliqué à mesurer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une tendance exponentielle en termes de chiffres et de ce que ça représente en termes de marché. On a eu des records de volume d'échanges sur les DEX, qui sont des exchanges décentralisés ou des plateformes décentralisées, qui ont parfois dépassé le niveau des plateformes classiques. Donc ça, c'était un chiffre qui a beaucoup alerté. Et un troisième chiffre d'une étude assez récente, c'est que 35% des sociétés françaises qui évoluent dans l'assurance et la banque ont commencé à introduire des services ou des preuves de concept construits sur la finance décentralisée. Donc, les secteurs traditionnels s'intéressent à ces questions et veulent interagir. Donc, ce n'est pas souvent, et ça ne sera pas forcément, deux mondes qui s'opposent et qui se combattent, mais là, le monde traditionnel qui va pouvoir interagir avec des services et prendre leur place dans des services décentralisés et dans la finance décentralisée. Et donc, la principale chose qu'on a besoin sur cet écosystème décentralisé, c'est d'avoir des blockchains et du code qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Et c'est sur ça que repose cet environnement trustless, les mécanismes de la blockchain, que je peux réexpliquer, mais je pense qu'ils sont connus, et la mécanique financière assurée par des contrats intelligents ou des scripts persistants qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font. Sur des cas d'usage de finance décentralisée et sur la construction architecturale de la finance décentralisée, il y a plusieurs niveaux, évidemment. Il y a un niveau protocolaire, si j'ose dire, qui est les blockchains et les actifs sur ces blockchains, un niveau infrastructure et un niveau applicatif. Et donc, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tous les niveaux ne sont pas au même stade de maturité et n'ont pas les mêmes problématiques, et que certains sont plus compliqués à décentraliser que d'autres. Et certains ne le seront peut-être pas, parce que ça ne fait pas sens. Mais on pourrait très bien dire que la finance décentralisée, quand on interagit avec une application qu'on télécharge sur l'Apple Store, quelle est la limite de la décentralisation parce que l'application a été acceptée. Enfin, la décentralisation est toujours un concept qui, en pratique, est toujours plus complexe à mettre en place et qui a parfois ses limites. Ça, j'en parlerai dans les limites aujourd'hui de la finance décentralisée. Mais aujourd'hui, la couche sur laquelle se développe le plus la finance décentralisée, c'est la couche protocole et la couche infrastructure. La couche applicative, c'est la couche d'interface. Et c'est cette couche qui aujourd'hui souffre de beaucoup de problématiques en termes de parcours utilisateur, d'UX, et de compréhension et d'interaction avec les mécanismes très compliqués de la finance traditionnelle qui sont offerts à tout à chacun. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'architecture avec le plus connu, si vous devez en retenir qu'un, c'est Uniswap, qui a inventé un mécanisme au sein de la finance centralisée, parce que la finance centralisée, c'est beaucoup de mécanismes, mais le mécanisme d'échange de tokens centralisé avec un mécanisme de pool. J'ai une slide dédiée et j'en parlerai, mais l'idée, c'est extrêmement compliqué de faire un exchange décentralisé. Donc, comment on fait un échange en crypto-monnaie? On va sur des plateformes qui sont sensiblement équivalentes aux plateformes traditionnelles, sauf que là, elles échangent des crypto-monnaies avec quelques contraintes. Il y a un cadet d'ordre qui est centralisé, il y a une entreprise qui détient les crypto-monnaies pour vous, et vous mettez un ordre, vous passez un ordre, et l'échange se fait. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on crée des exchanges qu'on voulait décentraliser, toute la partie logique et la partie carnet d'ordre était extrêmement compliquée, ou alors c'était du peer-to-peer, et donc on avait du mal à assurer de la liquidité et
de l'efficience sur des exchanges décentralisés. Et donc, l'idée d'Uniswap, c'est de se dire, on va créer des pools de liquidités, donc on va assembler 2 tokens en un, et cette pool de liquidité va pouvoir permettre de faire des transactions. Et cette pool va, en fonction, changer d'équilibre par rapport à l'achat et la vente de l'un des 2 tokens. Et ce mécanisme de pool permet d'assurer beaucoup de liquidité, de rémunérer de façon très simple ceux qui apportent de la liquidité, et d'avoir un certain équilibre long terme, parce que même s'il peut y avoir des pertes qui sont des pertes impermanentes, c'est-à-dire des pertes temporaires qui ne sont pas des pertes qui sont effectives, parce que l'un des 2 actifs s'est dévalué par rapport à l'autre, les frais issus des gains des échanges sur ces pools de liquidité compensent en partie ou en totalité ces pertes impermanentes qui peuvent avoir lieu. Donc, je rentrerai un petit peu dans le détail si vous le voulez sur comment ça marche les pools de liquidité. Mais le mécanisme même de pool de liquidité a été un accélérateur de la DeFi parce qu'il est assez simple à utiliser et assez bien fait en termes de performance et d'efficience et peut concurrencer en termes de prix, en termes d'utilisation, les plateformes centralisées. Donc voilà, c'est la troisième couche sur la partie infrastructure. Sur la partie Oracle et Privacy, je pourrais prendre quelques questions également, mais je pourrais faire une heure dessus, donc je préfère un peu avancer. Mais ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que, comme je le disais, la finance décentralisée interagit avec de la data, interagit avec des prix. Et donc les oracles, qui sont les porteurs de données, qui sont scorés et trustés, sont indispensables dans cette finance décentralisée. Donc voilà, donc là je vous ai donné l'exemple d'une swap par rapport à Binance ou Kraken, avec des plateformes décentralisées pour l'échange d'actifs numériques, et des stablecoins qui sont des réserves de valeur qui permettent de lutter contre la volatilité du marché des cryptoactifs, mais qui ont d'autres rôles également, parce qu'au sein de cette finance décentralisée, ils permettent de collatéraliser, de multicollatéraliser, et ils permettent également des mécanismes pour protéger des protocoles qui font de l'échange décentralisé. C'est extrêmement intéressant. Et donc, pour parler des mécanismes en soi, qu'est-ce qu'on peut faire sur cette finance décentralisée? On peut faire 3 choses, finalement. On peut faire d'une part de l'échange décentralisé, donc échanger un token contre un autre. Et en fait, c'est comme un échange de pair à pair, sauf qu'on a une infrastructure efficiente qui permet la rencontre entre des acteurs au sein des pools de liquidité, par exemple. Donc l'échange, pair à pair, de façon décentralisée. La deuxième partie de la DeFi, c'est la partie des prêts, des emprunts décentralisés. Donc là, sur le même principe des emprunts traditionnels ou sur le même principe des plateformes d'emprunt qui peuvent être offertes pour des particuliers, sauf qu'on crée des plateformes efficientes sur lesquelles on peut mettre un collatéral qui est un collatéral en crypto-monnaie. On peut faire des prêts qui sont des prêts sur des très courtes durées. Et on peut créer plein de mécanismes qui sont en fait plus efficaces, plus efficients que les plateformes traditionnelles parce qu'on peut tout coder, tout développer et tout calculer en termes de risque. Et donc, l'intérêt de la blockchain, c'est d'une part la maintenabilité de ces systèmes infrastructures qui est simplifiée et d'autre part l'efficience pour apporter de la liquidité et pour les utiliser en tant qu'utilisateurs, contrairement à des systèmes traditionnels où c'est extrêmement compliqué et extrêmement cher. Et donc, c'est pour ça que la finance traditionnelle s'intéresse à la finance centralisée et c'est pour ça qu'elle a autant de succès. C'est que c'est quelque chose qu'on faisait déjà de façon plus ou moins centralisée, mais qui arrive à le faire de façon décentralisée, on arrive à le faire de façon quasiment aussi efficiente et efficace, et sans doute à l'avenir plus efficiente et efficace que les plateformes qui le font aujourd'hui. Et donc la troisième partie, c'est la partie staking, ou la partie intérêt, on va dire ça comme ça, qui permet d'être récompensé en faisant plusieurs actions sur la DeFi, sur la finance centralisée, ou un prêt, ou juste apporter de la liquidité, c'est-à-dire apporter des tokens, et être récompensé contre l'apport de cette liquidité. Voilà, ça c'est les flash loans, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé dessus, c'est également une notion assez complexe. Beaucoup d'attaques sont possibles, il y a eu quelques problématiques techniques, fonctionnelles, beaucoup de failles sur certains contrats, mais l'idée, qui est une idée assez géniale, c'est un emprunt instantané, sans risque de contrepartie, sans garantie, à condition d'être remboursé dans une seule et même transaction. En fait,
Normalement, ça a été conçu pour faire de l'arbitrage sur ces plateformes décentralisées. Et ensuite, elle a pris d'autres usages, mais l'idée, c'est que comme on a tout codé et codifié, on peut faire de l'arbitrage à très court terme pour équilibrer une paire et rembourser instantanément après, ce qui permet de créer une efficience sur ces plateformes. Évidemment, il y a des risques, et évidemment, il y a encore des failles, mais le principe permet d'apporter beaucoup de liquidité très rapidement et un arbitrage sur des choses qui sont assez peu liquides. Donc voilà, je vous ai mis un petit schéma qui expliquerait. Je peux prendre quelques questions sur ce sujet également pour l'expliquer en profondeur, si ça vous intéresse. Et donc voilà, là c'est la slide qui nous intéresse sur les poules de liquidité. Ce n'est pas le début de la DeFi, parce qu'il y avait déjà de la DeFi bien avant cela, avec Bancor par exemple. Mais l'idée des poules de liquidité a vraiment accéléré les mécanismes DeFi pour trois raisons. Un, la simplicité de conception. C'est-à-dire que l'équilibre des deux actifs que l'on met dans une pool, une piscine de liquidité, s'équilibre avec un calcul assez simple. L'apport de liquidité est lui-même assez simple. Il faut avoir deux tokens qui apportent de la liquidité qu'on combine. Et les frais, qui sont prélevés par ceux qui apportent la liquidité, peuvent être combinés à d'autres mécanismes pour faire en sorte d'avoir un token qui s'apprécie. Ça, comme le token Uniswap, comme PancakeSwap et d'autres plateformes DeFi. Et donc, ce mécanisme d'AMM permet d'avoir des types d'échanges décentralisés et d'avoir une formule mathématique assez simple pour fixer un prix des actifs et qui fait en sorte qu'une conservation long terme en tant qu'apporteur de liquidité a un très faible risque en termes de perte sur ces deux paires. Et ça, on a pu le mesurer, c'est que la majorité des apports de liquidité qui ont plus de 6 mois, même avec des paires sur l'un des deux tokens qui se déprécient, sont compensés par les frais qui sont générés sur ces plateformes, parce que la volatilité, qui ferait que l'une des deux paires se déprécie par rapport à l'autre, bah, du coup, crée de l'arbitrage, crée du volume et donc crée des frais. Donc il y a une sorte d'équilibrage qui est assez intéressant. Et donc ce processus, qui est aujourd'hui assez simple en tant qu'apport de liquidité, en tant qu'apport de swap, pour échanger ce token, a plusieurs risques et plusieurs contraintes évidemment. D'une part, ce qu'on appelle les impermanent loss, c'est-à-dire que sans sortir la liquidité, on peut très bien avoir l'un des deux actifs qui se déprécie par rapport à l'autre, donc avoir une paire impermanente sur son token qui représente les deux actifs. D'autre part, un faible taux d'utilisation des fonds sur les tokens les moins liquides. Donc le fait de bien choisir là où on apporte la liquidité, c'est essentiel. Et troisièmement, l'exposition à des risques supplémentaires, parce que la finance décentralisée est en train de reproduire certains mécanismes de la finance traditionnelle, où le collatéral du collatéral collatéralise un prêt, et donc d'avoir des réactions en cascade en cas de baisse subite de certains cryptoactifs. Alors, je ne vais pas rentrer trop au début de la présentation, peut-être que je prendrai quelques questions sur les autres approches et les autres optimisations des poules de liquidité qui sont créées. Mais on a plusieurs mécanismes et plusieurs idées pour améliorer et optimiser la façon dont sont gérées les pertes impermanentes et dont sont gérées les poules de liquidité pour assurer trois choses. Un, une sécurité, évidemment, qui est très importante, qui doit être préservée. Deux, une facilité d'interaction avec les poules de liquidité, que ce soit côté apporteur de liquidité, qui apporte les liquidités, que ceux qui l'utilisent pour consommer cette liquidité, qui veulent se faire un swap, un échange. Et trois, pour couvrir de façon plus ou moins intelligente la volatilité court terme, donc les pertes impermanentes. Et donc, pour vous donner un petit peu les challenges que la DeFi doit relever, que je les ai un petit peu déjà évoqués, mais premièrement, c'est les faibles performances de certaines poules de liquidité ou de certains mécanismes. Et c'est là où les poules de liquidité, qu'on a appelées les AMM, arrivent à compenser cette performance, parce que c'est assez optimisé. Mais aujourd'hui, la DeFi, de par les mécanismes blockchain qui sont parfois assez lentes, de par les frais des transactions blockchain et de par les mécanismes de pool de liquidité, sont encore aujourd'hui un peu plus chers que les places de marché traditionnelles et leur utilisation en termes d'UX, en termes de parcours utilisateur, peut être assez complexe. On avait fait le calcul, c'est que pour utiliser un PancakeSwap, qui est une des plateformes sur la Binance Smart Chain, considérée comme l'une des plus UX-friendly, il y a à peu près une trentaine de mouvements, une trentaine de clics,
pour faire un apport de liquidité. Donc le deuxième, c'est le risque élevé d'erreur pour l'utilisateur avec ce qu'on appelle les swaps, avec ce qu'on appelle les tokens qui sont wrappés sur plusieurs chaînes, avec le fait de paramétrer soi-même les frais quand on envoie les transactions blockchain, avec le fait que chacune des interactions, il y a des frais à payer, avec l'utilisation de wallets ou de plugins, les interactions entre les wallets, les clés privées. Voilà, la finance centralisée peut parfois compliquer le parcours des utilisateurs qui sont assez avertis. Et même dans le wording qui est utilisé, qui peut parfois ressembler à de la finance traditionnelle alors que ça n'a pas les mêmes mécanismes, ça peut parfois être confus. Donc pour utiliser des mécanismes assez compliqués dans la finance centralisée qui commencent à arriver, il y a parfois une forme de complexité, surtout pour ceux qui sont novices dans l'utilisation de la finance traditionnelle et des mécanismes financiers traditionnels. L'expérience utilisateur médiocre, je l'ai évoqué, et des écosystèmes surchargés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes qui proposent d'interagir avec de la finance centralisée. Il y a beaucoup d'applicatifs qui permettent d'utiliser. Et il y aura probablement une consolidation de ce marché avec l'émergence de quelques gros acteurs qui ont mieux travaillé que les autres et qui sont plus optimisés, qui pourront parfois être copiés le cas échéant, comme la majorité du code peut être open source. Mais aujourd'hui, on trouve une pléiade de systèmes et de mécanismes applicatifs décentralisés. Et parfois, certains ne sont ou pas assez sécurisés ou on crée des mécanismes qui peuvent être dangereux pour les utilisateurs. Il y a aussi cette problématique-là. Mais bon, au-delà des risques, évidemment, la finance centralisée, c'est avant tout une opportunité. D'une part, ça marche très bien, il y a beaucoup de volume. Ça crée un système financier qui est plus ouvert, qui est très accessible, qui est assez compétitif par rapport à celui qu'on connaît. Et surtout, ça peut être la conclusion de ma première partie, c'est qu'il reste tant à faire. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début de cet écosystème. Cet écosystème va encore évoluer et se maturer d'un point de vue technologique sur la partie blockchain, d'un point de vue optimisation sur ce qu'on peut faire en termes d'interaction avec ces finances traditionnelles. Et surtout, par rapport aux mécanismes financiers qui peuvent être créés, le fait d'apporter des nouveaux utilisateurs qui n'avaient pas accès à la finance traditionnelle, ils peuvent directement interagir sur des plateformes et des mécanismes très compliqués, justes et très peu chers. Et donc c'est ça aussi l'espoir que permet cette finance centralisée. Au-delà des rendements et des performances qui ont été assez incroyables ces derniers mois, c'est aussi l'accès à tout à chacun à des systèmes financiers qui sont transparents, qui sont optimisés, qui sont justes. Et donc il y a beaucoup à construire et je vous invite à l'essayer et à la comprendre parce que c'est quelque chose qui est une tendance de fond sur lequel il va être difficile de l'arrêter parce qu'on a vraiment réussi à créer des systèmes qui sont quasiment aussi performants et parfois plus performants que certains systèmes traditionnels. Voilà pour cette première partie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions ou si vous voulez que je précise quelques points. Je te remercie beaucoup, Adrien, pour cette présentation. On a quelques questions et j'en profite. N'hésitez pas. Le sujet est assez riche et on a de la chance d'avoir Adrien aujourd'hui avec nous. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde. Alors, on va peut-être revenir sur, pour le moment, on a deux questions. De mon côté, j'en ai d'autres aussi. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet. Tu parlais en fait, de la désintermédiation par essence finalement de la finance décentralisée, mais on entend régulièrement que finalement la disparition des tiers de confiance, elle ne serait pas totale et il y aurait une forme de réintermédiation. Est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur ce point qui est crucial, je pense? Oui, bien sûr. Alors, la réponse, elle est triple. La première, c'est que la blockchain en soi ne va pas tout désintermédier. C'est plutôt chacun aura sa place et aura son rôle dans un écosystème. Je prends l'exemple, par exemple, assez traditionnel des notaires, qui sont beaucoup intéressés à la blockchain. On a pensé que la blockchain allait complètement disrupter les notaires. Et en fait, on se rend compte que quand on avance sur des cas d'usage, tant qu'on a besoin d'un sceau, les notaires sont encore les tiers de confiance. Et la blockchain peut juste être un outil et un support qui va les aider dans leur métier.
Et bien, sur les banques, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que peut encore avoir des entités centralisées pour un confort des utilisateurs, pour des mécanismes qui doivent être régulés, pour avoir un KYC sur certains types de clients, types de clientèle. Et du coup, ce sont les banques qui interagissent avec ces plateformes et ces systèmes. Et il y aura une compétition naturelle. Et donc, ça nous permettra de sélectionner des meilleurs établissements bancaires, en sachant qu'il y aura l'alternative de le faire soi-même si jamais la banque bosse mal. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet une alternative décentralisée qui n'est pas forcément le choix pour tout le monde, surtout aujourd'hui, et sur lequel la désintermédiation, c'est aussi la responsabilité. La responsabilité de ses placements, de ses choix, de sa clé privée, donc de sa sécurité. Et donc, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les géants dans notre écosystème, ce sont aussi les géants à la Coinbase et à la Binance qui proposent des écosystèmes centralisés. Et donc ça aussi, on voit que c'est le paradoxe de la finance centralisée, c'est que plus on s'ouvre à des publics larges, plus il y a des concessions qui doivent être faites, qui sont plus ou moins légitimes, hein, je ne suis pas là pour défendre des concessions, sur les parcours utilisateurs et sur la sécurisation de ces fonds et la compréhension autonome de ces sujets. Et donc, ce qu'on est en train de vivre, ce sont, d'une part, la régulation de ces systèmes ouverts, surtout pour l'accès à des corporates, et d'autre part, le fait que les corporates, les entreprises financières traditionnelles, interagissent et prennent part dans la finance traditionnelle. En fait, les deux mondes sont en train de se parler. Est-ce que la conclusion, ça sera qu'ils ne vont pas réussir à s'entendre, ou est-ce qu'elles vont tout simplement s'entendre et qu'il y aura deux alternatives? Ça, c'est la vraie question. Mais aujourd'hui, il y a très peu de cas d'usage sur lesquels l'interaction avec des systèmes est totalement décentralisée. Il y a toujours une phase de centralisation sur un des éléments, un des processus de l'échange, etc. Et en fait, on peut aller très loin. C'est-à-dire que quand on utilise un réseau, par exemple, sur lequel on est connecté à Internet grâce à un prestataire, un partenaire, finalement, lui-même peut nous limiter notre flux de données et lui-même pourrait nous censurer sur certains accès. Donc, en fait, quelle est la limite de la décentralisation? Donc, il y a certaines solutions qui sont en train d'arriver. Je pense à IPFS, par exemple. Mais sur certains pendants de la chaîne, sur certaines solutions, il y a toujours aujourd'hui des phases de centralisation. Et la promesse et la cible de la finance centralisée, c'est d'essayer de bypasser sur un maximum de points les tiers de confiance et les intermédiaires. Et aujourd'hui, en termes technologiques, il y a une maturation qui va le permettre et qui le permet. Et donc, d'une part, il y a cet enjeu de réglementation au cœur de cet écosystème qui impose des tiers de confiance. D'autre part, il y a cette maturation technologique qui veut s'absoudre de ces tiers de confiance. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment la finance décentralisée va évoluer à l'aube du régulateur et à l'aube de la croissance de son écosystème avec Madame Michaud qui veut interagir avec et des produits structurés très complexes qui seront proposés à tout à chacun. Et ça va être extrêmement intéressant. Très clair, je te remercie pour cette réponse. On avait une question aussi de Franck qui se demandait quels sont les modèles d'affaires les plus probables que les acteurs de la finance traditionnelle pourraient développer sur la DeFi. C'est une excellente question. C'est une excellente question. Je dirais que celui qui est le plus probable et le plus évident aujourd'hui, ce sont les prêts décentralisés. C'est-à-dire que en fait, les prêts qui sont plus ou moins décentralisés sur des plateformes traditionnelles, en fait, ça existe. C'est juste qu'ils n'étaient pas optimisés. C'était une mise en relation bilatérale et un accord bilatéral. Là, on arrive en fait à concentrer l'ensemble des offres de prêts sur des plateformes. Et donc, en fait, on passe d'un système à deux niveaux où il faut se mettre d'accord avec quelqu'un en bilatéral à un système où on doit juste se mettre d'accord avec la plateforme qui fournit un prêt. Donc, comme si c'était centralisé, ça c'est efficient, mais de façon décentralisée. Et donc, ce qui est très intéressant et ce qui est en train d'arriver de façon assez massif, ce sont les systèmes de prêt centralisés. Et donc, les grands services qui vont se passer de tiers de confiance sur une partie de leur offre, ça sera probablement le fait
d'une part d'échanger et d'autre part de prêter de l'argent. Okay. Je réitère mon point, mais n'hésitez pas si vous avez quelques questions. Moi, j'en profite sur la notion de flash loans. Tu es passé dessus pendant ta présentation. Est-ce que tu pourrais revenir un peu dessus plus en détail, si c'est possible? Oui, oui, tout à fait. C'est une notion qui est assez complexe Oui. parce que sur le principe, en fait, j'ai remarqué qu'à force de l'expliquer, les gens ont du mal à même comprendre le principe. Parce que comprendre que si jamais on doit le rembourser instantanément, à quoi ça sert? Et en fait, c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir un prêt qui est disponible juste le temps d'une validation. Et donc, on doit le rembourser immédiatement. Et donc, on ne peut que le consommer sur une transaction. Et donc, à quoi il sert et pourquoi il a été créé? À l'origine, c'est pour permettre d'avoir comme un effet de levier sur des arbitrages. C'est-à-dire que ça doit être un gain sûr sur un arbitrage ou une opportunité de marché sur lequel on a un levier pour se positionner, faire un gain immédiat et rembourser et garder les intérêts de ce gain. Ça, c'est la définition même de la création de ces plateformes. Et en fait, de par les interactions complexes avec ces systèmes décentralisés, on peut très bien obtenir, avec un collatéral, un montant moins élevé d'un token qu'on va lui-même placer. Et donc, en jouant un petit peu sur différentes plateformes, ou avec certains bugs de conception des plateformes, on s'est rendu compte que ces prêts immédiats et instantanés, qui doivent être remboursés instantanément, pouvaient en fait fausser l'équilibre de ces plateformes. Donc, je l'explique avec un exemple, c'est que on a trois problématiques dans la finance centralisée. Un, on a quel est le prix d'un actif. Deux, qui le détient. Et trois, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux l'échanger ou le mettre en séquestre pour obtenir un autre actif. Et donc, on a un niveau de risque acceptable. Par exemple, avec 1000 euros d'une crypto-monnaie, je peux obtenir 600 euros d'une crypto-monnaie. Toujours un delta qui est à plus de 100% sur la majorité des plateformes, évidemment, comme c'est très volatile. Et donc, en fait, si jamais on arrive, parce qu'il y a une paire avec très peu de liquidité, à fausser le prix, puis avec ce flash loan, à compenser le prix qui a été faussé pour le rééquilibrer, on peut faire des bénéfices d'arbitrage sur des positions qu'on a soi-même arbitrées. Et donc, l'idée, qui est une idée assez simple, c'est de leverager instantanément pour faire un gain d'arbitrage, se transforme en une attaque critique sur le cœur même de la finance décentralisée. Et donc, aujourd'hui, disons que l'utilisation est quand même réservée à une cible d'initiés. Parce qu'évidemment, ces flash loans, on a un intérêt à payer. Donc, il faut être certain de son arbitrage. Qui est possible. Hein, l'arbitrage est assez facile aujourd'hui sur la finance centralisée. Elle est de moins en moins facile parce que beaucoup de liquidités arrivent, mais sur certains produits assez nouveaux, sur certaines paires, l'arbitrage peut être assez facile et extrêmement fort. Pour plein de raisons, de par la conception, etc. Mais l'arbitrage est assez facile. Et donc, la conception même de ces produits qui permettent ça sont aujourd'hui le vecteur des principales attaques sur la sécurisation de ces trois éléments que j'ai évoqués. Et donc, en fait, c'est très simple à comprendre sur ce que c'est, parce que c'est très similaire à du leverage avec un effet de levier pour compenser une position. Et en fait, on peut le coder pour faire en sorte que le remboursement doit être immédiat instantané. Donc ça, c'est l'explication de ce que c'est et pourquoi c'est utilisé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut combiner des outils de prêt instantané immédiat avec des problématiques ou de staking, c'est-à-dire de gains successifs sur le fait de déposer des crypto-monnaies sur un contrat, ou d'arbitrage sur des paires qui ont été ou mal alimentées en termes de liquidité, ou qui, on va dire, sont sur des blockchains qui ne se parlent pas. Dans ce cas-là, on peut interagir directement avec des tokens qui sont wrappés, qui sont des tokens qui représentent un actif d'une autre blockchain. Par exemple, un Bitcoin wrappé, c'est un actif Bitcoin qui est wrappé, donc qui se promène sur Ethereum. Et donc, un token wrap Bitcoin représente un Bitcoin. Donc, on arrive à créer comme ça des situations où
sans arriver à communiquer de façon cross-chain entre les blockchains, parce que l'interopérabilité, c'est quelque chose qui est très important, qui va simplifier et faciliter, d'une part, beaucoup de cas d'usage financiers dans la blockchain, et d'autre part, qui va optimiser l'efficience et la liquidité des blockchains, parce que toutes pourront s'arbitrer entre elles. Aujourd'hui, c'est très compliqué de le faire, et donc on utilise ces mécanismes de wrap. Et donc, de fait, elles participent à ces mécanismes de flash loan. Je te remercie Adrien pour cette explication plus détaillée. Et on a une remarque de Franck qui, je cite, nous dit que la complexité des nouvelles possibilités offertes par la DeFi risque par là même de freiner son adoption à large échelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je partage aussi. Et je pense c'est un constat, c'est une critique qu'on peut faire à la DeFi. Qu'est-ce que tu en… Justement, j'allais rebondir, Alexis, c'est que, et ça c'est un dilemme même idéologique et sur lequel en interne on se le pose souvent, c'est il y a des produits structurés qui sont extrêmement complexes et qui ne sont pas faits pour des initiés. Je prends un exemple très simple, mais le fait de proposer des effets de levier, par exemple, c'est déjà quelque chose sur lequel il faut une certaine expertise ou expérience, surtout dans le monde de la blockchain et dans le monde des crypto-monnaies qui sont très volatiles. Et donc, en fait, des produits structurés ou des produits complexes qu'on peut créer dans la DeFi, qui sont accessibles à tous, c'est en même temps une promesse qui est très sympathique parce que ces produits structurés ne sont pas accessibles à tous dans la finance traditionnelle ou sont extrêmement chers, ou alors on doit apporter des sommes qui sont extrêmement conséquentes pour en bénéficier et avoir un portefeuille extrêmement conséquent. Donc cette promesse d'accessibilité, elle est très forte et elle est très importante dans un système ouvert. Voilà, ça fait beaucoup de sens. Mais est-ce qu'on doit vraiment faire interagir des novices sur des systèmes et des outils qui sont dangereux s'ils ne connaissent pas ce qu'ils font? Et à mon avis, il y a très peu de personnes qui utilisent la DeFi qui ont vraiment regardé le code des applicatifs qu'ils utilisent. Donc en fait, on arrive à la limite de la décentralisation et de la responsabilité. C'est une limite sur laquelle le régulateur en abuse, hein. On sera tous d'accord. Il y a sûrement un juste milieu. Mais quelle est la limite des produits complexes qu'on doit offrir? Comment on les régule sans les réguler, en gardant cette transparence et cette décentralisation? Et surtout, quelle responsabilité on met aux développeurs qui produisent et qui fabriquent ces produits complexes et qui parfois sont volontairement complexes et mal expliqués. Et donc, en fait, il est probable que ces produits structurés, ces produits complexes, ou certains mécanismes de la finance décentralisée, soient réservés à une forme d'expertise avec des moyens plus ou moins faciles à faire, mais l'identité décentralisée qui va être un des gros enjeux des blockchains, à mon avis, l'un des premiers réflexes des régulateurs sera de limiter la portée de certains outils de la finance décentralisée ou d'en assurer une traçabilité en termes de taxes et de fiscalité également, il ne faut pas être dupe, sur certains outils complexes. Et donc, moi, je pense que les outils complexes sont quelque chose qui sont extrêmement intéressants, sur lesquels on peut construire beaucoup de choses, passionnants et très utiles pour ceux qui savent s'en servir. Et ça va être quelque chose de très positif pour l'adoption pour les corporates, qui pourront créer des choses très intéressantes. Et c'est quelque chose qui peut donner envie aux particuliers, mais c'est aussi les limites, c'est que certains vont être déçus et perdre beaucoup par ces outils. Et du coup, le régulateur va essayer de prendre la main et de prendre l'exemple de certaines personnes qui auront mal utilisé des produits qu'ils ne connaissent pas pour réguler cet écosystème. Et donc là, ça va être extrêmement intéressant. Mais je suis tout à fait d'accord avec Franck qu'il est possible que la complexité de certains outils et de certains mécanismes fait qu'on aura plusieurs types de populations qui vont interagir à des niveaux différents de complexité, et donc avec des produits différents, des entreprises différentes, du wording différent sur la finance centralisée. Donc peut-être qu'on va recentraliser les produits complexes de la finance centralisée, ou tout du moins une partie de ces processus. En fait, on ne sait pas, mais c'est ça qui est très intéressant. Oui. On a Franck qui du coup réagit en nous indiquant que le risque, c'est que la DeFi soit principalement utilisée par les institutionnels. Et donc se pose la question de la promesse de baisse des coûts pour le particulier. Alors ça, je suis moins inquiet. On a un petit peu la même problématique avec l'euro numérique. C'est-à-dire que l'euro numérique aujourd'hui,
Ce n'est pas la monnaie décentralisée sur laquelle on peut tous voter et participer aux bonnes gouvernances monétaires. Ce sera un euro qui sera extrêmement centralisé, qui sera entre la BCE et les systèmes interbancaires. Et ça sera juste un outil qui sera plus efficient en termes de maintenance pour les échanges interbancaires et on va dire les politiques macro-monétaires. Mais il ne répondra pas du tout à la problématique de la décentralisation. C'est juste un outil qui sera efficient en termes de maintenance et d'utilisation. C'est ça l'euro numérique sur la couche interbancaire. Donc ça a du sens, mais c'est juste une technologie qui est plus efficace. Et en fait, il est possible que la DeFi devienne ça, c'est-à-dire seuls les banques, les acteurs traditionnels financiers interagissent avec. Et donc, ça va quand même créer une compétition et une efficience sur certains produits. Donc, ça va quand même les challenger sur leur cœur de métier. Donc, c'est quand même très simple et que beaucoup de particuliers ne l'utilisent jamais. Ça, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui quand même parce que ça a été quand même drivé par beaucoup de particuliers, la finance décentralisée, et surtout des particuliers qui ne sont pas des financiers, qui sont des développeurs. Et ça se voit dans la conception de certains produits. Et donc là, aujourd'hui, on voit que ce sont les financiers qui sont en train de s'emparer dans la conception de certains produits. Et donc, est-ce qu'ils vont s'adresser à des financiers ou est-ce qu'ils vont continuer à s'adresser à des particuliers? Il faut aussi comprendre que les crypto-monnaies sont historiquement, c'est sûrement le seul produit financier qui est né dans la main de particuliers et qui a été consommé pendant quelques années, avant tout par des particuliers. Donc ceux qui ont de la crypto-monnaie aujourd'hui, ce sont des particuliers. Les institutionnels en ont évidemment, mais historiquement, c'est des particuliers qui sont saisis. Donc la population de ceux qui l'utilisent aujourd'hui sont quand même des particuliers. Et donc, est-ce qu'il y aura une phase de transition ou est-ce que ce sera une phase de complétude? Ça va être très intéressant à regarder. Ce qui est certain, c'est que cet écosystème va s'accroître. Et par son accroissement, il y aura trois choses qui vont arriver. Un, les rendements vont probablement se stabiliser assez rapidement, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être extrêmement conséquents. Parfois complètement stupides, hein, ne pas avoir de sens économique sur certains rendements. Deuxièmement, la régulation qui va arriver, j'en parlais. Et troisièmement, les nouveaux produits, quel sera le public visé. Et ça sera extrêmement intéressant de le regarder. Moi, je suis quand même assez confiant sur le fait que beaucoup de particuliers vont quand même l'utiliser, surtout pour des cas d'usage assez simples, qui sont le prêt, l'apport de liquidité et les échanges. Et ça représente le cœur d'utilisation des usages aujourd'hui. Les cas d'usage plus complexes, qui ne sont peut-être pas encore nés d'ailleurs, s'adresseront probablement à un autre type de population, mais je suis très confiant que les cas d'usage simples, les particuliers sauront s'en saisir et continuer à les utiliser. Très bien, je te remercie Adrien. Moi j'avais une question aussi concernant Uniswap qui est un peu la référence effectivement en matière de finances décentralisées. Il y a peut-être une question qui doit se poser pour certaines personnes, c'est qu'on parle de Uniswap en indiquant qu'il n'y a pas de tiers finalement au milieu de la relation. Pour autant, on donne bien un nom, celui d'un tiers, Uniswap. Alors est-ce que tu peux expliquer concrètement qu'est-ce qu'est Uniswap et expliquer pourquoi on est vraiment dans le cœur de la finance décentralisée? Alors, il y a une chose différente. En fait, c'est des choses très différentes. C'est comme les protocoles blockchain. C'est-à-dire qu'il y a bien des concepteurs qui conçoivent les idées, qui développent les produits. Et donc, le code n'apparaît pas par magie. Voilà. En fait, il y a bien une centralisation du développement, par exemple, surtout au début, qui peut être plus ou moins décentralisée ou distribuée, parce que les développeurs sont eux-mêmes répartis dans différents pays. Il peut y avoir des grants, donc des financements communautaires qui sont votés par la communauté, etc. Donc on peut tout à fait décentraliser le développement. D'ailleurs, ce qui commence à être fait dans la DeFi, ce qui est fait depuis assez longtemps dans la blockchain et les protocoles. Tout du moins, c'est assez relatif parce que évidemment, c'est une équipe qui se connaît de 15 personnes, peut-être un peu plus aujourd'hui Uniswap. Et donc, le développement et la construction du produit, de la marque, du site internet, c'est entre guillemets centralisé. Alors attention, parce que Uniswap a quand même beaucoup d'idées pour décentraliser, par exemple l'hébergement, le front, etc. En utilisant IPFS et d'autres mécanismes. Mais voilà, il y a des choses qui restent centralisées et la conception des produits, comme c'est du développement, même si le code peut être forqué, peut être utilisé, même si certains projets, on ne connaît pas les teams,
il y a toujours quelqu'un, une équipe, qui conçoit un produit. Parce qu'Uniswap est un produit. Par contre, Uniswap, on peut l'utiliser de façon totalement décentralisée. Donc ça, c'est vraiment deux choses différentes. Uniswap, c'est celui qui a inventé le principe. Le principe même de pool de liquidité existait depuis à peu près 2000 ans, sans technique, en Chine, sur lequel ils avaient déjà des mécanismes où ils avaient des espèces de paniers sur lesquels on pouvait se mettre d'accord sur des denrées, se échanger. Donc il y avait des choses qui existaient dans le principe même. Mais le principe des pools de liquidité, avec l'utilisation des crypto-monnaies, de la blockchain et des LP tokens, qui sont la fusion de tokens qui apportent la liquidité, c'est Uniswap qui l'a inventé et qui a fait un airdrop géant de Uniswap, de Uni, qui est le token, qui a proposé une gouvernance très rapidement et qui a construit tout un écosystème autour de l'utilisation d'Uniswap, sa plateforme, et de swap de tokens. Uniswap, évidemment, c'est le cas d'usage, c'est avant tout le swap et l'échange, même s'il construit d'autres produits. Et donc aujourd'hui, c'est le leader actuel qui est construit sur Ethereum, qui est en train de réfléchir à comment il peut on va dire, se détacher de la layer 1 d'Ethereum en termes de frais. Mais c'est celui qui a inventé le concept et qui est le leader actuel sur l'apport de liquidité. Et il faudrait que je vérifie combien ils ont élevé en liquidité en milliards. Mais ce qui est certain, c'est que c'est exponentiel et qu'ils ont une vision extrêmement long terme. Je lisais il y a quelques semaines un article spécialisé sur le sujet et en fait, ils ont créé une gouvernance décentralisée sur laquelle on peut voter tout simplement pour des amendements, on peut voter pour des propositions. Et la proposition récente qui a été adoptée, c'est le fait de créer un fonds de 30 millions de dollars, si je ne dis pas de bêtises, qui va être un fonds pour permettre de faire du lobbying sur les aspects de la DeFi. Et donc avec du lobbying en termes de regulatory, en termes d'aspect, en termes d'usage. Et donc en fait, la conception du produit est centralisée, mais maintenant le code open source est décentralisé, tout le monde peut contribuer, participer, il y a des systèmes de grants qui sont très performants. On peut mettre à jour le protocole avec des propositions, en soumettre, on les récompenser si elles ont été acceptées. Et la gouvernance qu'Uniswap est en train de créer va aller plus loin, avec des fonds pour développer des développeurs. Enfin, l'idée, c'est de créer un système où la maintenance et la maintenabilité et les features additionnelles qui seront ajoutées seront elles-mêmes payées par des grants sur des contrats qui séquestreront les fonds, où la communauté pourra voter par rapport à des KPI précis. Donc ça va assez loin et c'est extrêmement intéressant. Mais Uniswap, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui ont créé ce mécanisme de pool de liquidité et qui l'ont parfaitement maîtrisé en proposant des itérations avec des features de plus en plus complexes et intéressantes, mais de plus en plus complexes d'ailleurs, qui sont de moins en moins comprises et qui vont, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, qui vont dans la main de personnes de plus en plus expertes. Et donc, voilà ce qu'est Uniswap. Et beaucoup de ceux qui se sont imposés dans l'équité sur d'autres protocoles blockchain se sont largement inspirés des mécanismes d'Uniswap. Je te remercie, Adrien. On ne pouvait pas faire une présentation sur la DeFi sans avoir une discussion de quelques minutes sur Uniswap. On a une autre question qui est d'actualité, puisque le Salvador, c'est une question de Camalo qui nous dit que le Salvador a choisi la blockchain comme monnaie nationale. Quelles sont les conséquences positives ou négatives pour le secteur de la finance et la DeFi de ce type d'action de la part des États dans le futur? C'est une excellente question. Et c'est vrai qu'on n'en a peut-être pas assez parlé, mais c'est une décision qui est absolument historique. Alors, Salvador, c'est un pays qui est peanuts, hein, qui ne pèse absolument rien. Mais en termes politiques et en termes de ce que ça représente, en termes de symbole, c'est extrêmement important. Alors, il n'a pas choisi la blockchain, il a choisi Bitcoin. Ça aussi, c'est extrêmement important. Mais pour le pays, il y a une stratégie qui est très simple. C'est il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans la crypto-monnaie qui viennent la dépenser chez moi. Et donc, en fait, c'est très marrant parce que c'était quelques jours après un accord de taxation des entreprises à plus de 15% pour uniformiser la taxation, etc. Et derrière, il y a un appel d'air assez fort d'un pays pour faire venir les entrepreneurs crypto et principalement les entrepreneurs qui travaillent sur la blockchain. Et donc, ce que ça représente en termes de. En fait, c'est quelque chose de très politique et de très stratégique. C'est un énorme coup de com' qui est fait et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en termes pratiques, comme sur le minage, par exemple, de Bitcoin, sur lequel ils sont en train de réfléchir à comment le rendre plus vert avec un écosystème de géothermie, de volcans, etc.
Donc, il y a aussi des conséquences pratiques qui sont en train d'être mises en place sur la partie minage. Sur la partie acceptation de la crypto-monnaie, évidemment, c'est un grand pas en avant. Mais ce qui est plus fort, et je pense que ça va arriver, c'est les banques centrales qui gèrent la monnaie, et qui gèrent la souveraineté monétaire des pays, ou des ensembles, des grands ensembles comme l'Union européenne, parce que nous, on a délégué cette souveraineté à un grand ensemble qui est l'Union européenne et la Banque centrale européenne. Le collatéral et le sous-jacent Bitcoin qui pourra assurer et protéger ces monnaies qui ne reposent plus que sur la confiance qu'on a. Parce que depuis Bretton Woods et les accords de Jamaïque en 1994, les monnaies ne reposent plus sur rien. Et donc, en tout cas, le dollar ne repose plus sur rien de plus que la confiance qu'on en a et les taux de change interbancaires et interpays. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un signal fort qui est envoyé et qui va donner des idées aux banques centrales. J'en parlais avec les mécanismes d'inflation qui ont été créés, de par l'émission de monnaie. On va avoir, à mon avis, une très forte volatilité des monnaies. Et donc, les moyens de protection qu'auront les banques centrales des pays seront assez limités. Et Bitcoin pourra en être une. Sur la partie paiement en soi, je ne suis pas certain qu'il y aura un déferlement de paiement en Bitcoin dans le pays, mais ça sera probablement un appel d'air très fort pour qu'il y aura des entreprises qui vont y mettre des filiales et qui vont créer des hubs de développement. Ça va sûrement marcher. Ça va donner des idées à d'autres pays, pour d'ailleurs des cas d'usage assez différents, ou parce qu'elles subissent des embargos américains, par exemple, ou parce qu'elles veulent faire des coups de com' et attirer des entrepreneurs. Mais c'est quelque chose qui va être une tendance de fond pour plein de raisons différentes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que plusieurs pays, pour des raisons extrêmement différentes, je pense par exemple à la Suisse, en termes de neutralité, par exemple, en fait, la raison d'acceptation de Bitcoin en tant que monnaie légale pourrait être extrêmement différente que des pays d'Amérique latine ou des pays africains. Mais chacun y trouve son compte pour des. Enfin, Bitcoin peut être une solution, une partie de la solution pour des raisons extrêmement différentes. C'est ça qui est extrêmement intéressant et qui est à retenir. Et c'est certain que l'adoption de la finance décentralisée sera largement encouragée dans ces pays. C'est certain. Je crois que c'est une bonne conclusion générale pour notre conférence. L'heure s'est écoulée rapidement. Je te remercie beaucoup, Adrien. C'était super on a quand même une petite question de Franck, la question bonus, donc je la pose quand même. Allez. Deux même. Ici en Suisse, il y a des entreprises qui rémunèrent leurs collaborateurs en Bitcoin. Donc ça, c'est une remarque. Et le potentiel de croissance de la DeFi n'est-il pas freiné en reposant sur des stablecoins encore très opaques? Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pu parler de tout, mais c'est vrai que les stablecoins sur lesquels repose une large part de la finance centralisée créent un risque systémique dans la finance centralisée. Parce que si on peut simuler de l'émission monétaire à partir des stablecoins qui sont très opaques, il y a un problème. Ils sont moins opaques que ce qu'on pense. Si on pense à USDT par exemple avec Tether, l'opacité est partielle, a été largement commentée par les concurrents. Donc l'opacité des stablecoins aujourd'hui dans le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie est moins forte que ce qu'on en dit, d'une part. D'autre part, ce qui est assez intéressant, c'est que les stablecoins ne sont qu'une petite partie de la finance centralisée, qui sont utilisés de façon plus importante en termes de collatéral, évidemment, parce qu'ils sont pondérés de façon beaucoup plus importante que des actifs qui sont plus volatiles, mais qui sont qu'une petite part de la finance décentralisée. Beaucoup de pairs, justement, dans la finance centralisée, visent à s'affranchir de repasser à chaque fois par un stablecoin. C'est pour disrupter le stablecoin, avoir des échanges entre pairs et apporter de la liquidité entre pairs. Et sur la partie des salaires, ça c'est quelque chose qui va aujourd'hui se simplifier, qui est de plus en plus simple et possible. Et c'est quelque chose qui va probablement s'accélérer très fort avec la réglementation qui peut avoir des effets positifs. Et c'est aussi un excellent outil de diversification avec des monnaies qui vont être challengées par l'émission monétaire très forte. Donc c'est une tendance de fond et le fait que des pays l'acceptent comme monnaie légale va probablement l'accélérer. On aura probablement quelques primes et une partie de sa rémunération qui pourra être dans d'autres formes que la monnaie qui a cours légal
Et ça peut être des crypto-monnaies et Bitcoin, entre autres. Ça sera très intéressant aussi à suivre. Eh bien, je crois que ce sera le mot de la fin. Encore une fois, merci beaucoup à toi, Adrien.